Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT réalisé par les bachelors de B au Centre nantais de journalisme à la une de cette édition. Ils sont là, les nouveaux trams de Nantes en circulation au mois d'avril prochain. En avant-première, nous sommes allés les visiter pour vous. L'escalier de la butte Sainte-Anne transformé en drapeau palestinien, une action militante qui pose question, nous ferons le point. Quand les Jeux Olympiques font la joie d'une PME de Remouillé, elle a été choisie pour recycler les volants de badminton. Elle s'appelle Anna, elle est nantaise et vous l'avez découvert la semaine dernière dans The Voice. C'est une artiste accomplie et nous l'avons rencontrée. Vous l'avez sans doute aperçu depuis lundi, un nouveau tram circule sur la ligne 1, une nouvelle génération de rames qui accompagne pendant le changement d'identité du nouveau transport commun nantais, Naolib. Mais au fait, à quoi ressemble ce nouveau tram? Visite guidée avec Gaspard Martin. Voici la nouvelle rame Citadis, un monstre de 46 mètres de long, soit 6 mètres de plus que les précédentes générations et qui peut accueillir jusqu'à 300 passagers, soit 50 de plus que les précédentes rames. Bienvenue dans la nouvelle rame de tram Naolib, fabriquée à La Rochelle. Déjà 4 rames sont arrivées au centre de Hôpital Bélier de la Semitane. Vous avez peut-être vu en voir certaines circuler sur la ligne 1. Néanmoins, elles sont vides. En effet, les conducteurs doivent d'abord être formés. Ça représente au total 613 personnes formées, dont 482 conducteurs. La particularité de cette rame, sa cabine, conçue en collaboration avec des conducteurs qui ont pu donner leur expertise quant à la praticité et au design de celle-ci. Pour ce qui est du côté pratique, 40% de la rame a une surface vitrée, 8 portes doubles avec clignotants lumineux indiquent les ouvertures et les fermetures. On compte également 14 écrans multimédia permettant de diffuser les informations du réseau Naolib. Et enfin, 100% de la rame est accessible aux personnes à mobilité réduite. Actuellement, Naolib, précédemment TAN, compte 91 rames, dont 46 de la première génération, livrées entre 1985 et les années 90. Cette nouvelle génération, Citadis, comptera jusqu'à 49 rames livrées d'ici 2026 et 12 supplémentaires en 2027. Le gabarit et surtout la longueur de cette nouvelle génération de rames nécessite la construction d'un nouvel entrepôt qui prendra place à Ranzay. La semaine dernière, l'escalier de la butte Sainte-Anne à Nantes a été recouvert d'une peinture à l'effigie du drapeau palestinien. Donc, que va décider la municipalité? Le laisser ou non? On retrouve sur place Mathis Bino-Choémet. Et oui Mathéo, nous sommes à la butte Sainte-Anne dans le quartier Chantenay, pas très loin du planétarium et du musée Jules Verne. Et c'est ici que la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, des anonymes ont repeint l'escalier le plus grand de Nantes aux couleurs du drapeau palestinien. Vous les voyez derrière moi, le vert, le blanc, le noir et également le rouge un petit peu plus haut. On sait que depuis l'attaque du Hamas menée le 7 octobre, Israël bombarde la bande de Gaza, ce qui provoque de nombreuses initiatives solidaires en France, notamment à Paris, où l'escalier menant à la butte Montmartre a lui aussi été repeint aux couleurs du drapeau palestinien. C'est également arrivé dans le centre-ville de Marseille. Le point commun de ces deux escaliers, c'est qu'ils ont été nettoyés sur demande de la municipalité dans les jours qui suivent. Et ça ne sera pas le cas de l'escalier que vous le voyez derrière moi, puisque selon les dernières informations du Figaro, la mairie a décidé de laisser l'escalier aux couleurs du drapeau palestinien, notamment pour soutenir la population gazaouite. Cette décision a provoqué les foudres du Rassemblement national de Loire-Atlantique. Leur délégué Gauthier Boucher a demandé au préfet du 44, mais également à la mairie de Nantes, de condamner cet acte qui pourrait s'apparenter à de la détérioration de biens publics. À voir si le drapeau palestinien restera sur l'escalier de la butte Sainte-Anne dans les prochains jours. Autre affaire en lien avec l'espace public depuis l'entrée du droit à l'avortement dans la Constitution. Il y a une semaine, les panneaux nantais se retrouvent tagués. Plus d'une quinzaine de stops ont été dégradés dans plusieurs quartiers de la ville, selon notre journaliste. La mairie de Nantes que nous avons contactée ne semblait pas au courant de la situation et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Comment se protéger des cyberattaques? Pour informer les citoyens, la gendarmerie nationale se mobilise. À Clisson, une matinale de sensibilisation a été organisée cette semaine. Louise Dugas et Romane Rousseau. Ça veut dire qu'il faut installer le logiciel
C'est une matinée pas comme les autres pour ces Clissonnais. Concentrés, ces entrepreneurs du coin se forment auprès de la gendarmerie. Une rencontre en partenariat avec l'entreprise Xefi, spécialiste en cybersécurité. Personne dans la rue aujourd'hui, si quelqu'un vient de nous demander notre carte bleue, on la donnera à personne. Et pourtant aujourd'hui, sur Internet, ça se fait et les gens le donnent. La faille principale de l'informatique aujourd'hui, c'est les utilisateurs. Et les utilisateurs, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. L'occasion de prendre conscience des menaces qui pèsent sur leurs moyens de communication, notamment grâce au visionnage d'un court-métrage sur le sujet. Personne ne se doute que j'ai utilisé mon téléphone pour pirater l'OS de cette imprimante. Aujourd'hui, les cyberattaques sont industrialisées pour atteindre un plus grand nombre. Il n'y a plus de hackers derrière son ordinateur qui tapent et qui essayent d'attaquer. Ce sont des robots, c'est de l'envoi massif et on en chope un ici, un là. Et tout ça, ça fait un volume très important. Seule solution pour les victimes, porter plainte, une nécessité pour la gendarmerie. Le dépôt de plainte, c'est ce qui ouvre l'action publique. C'est pas la peine de dire que la police ou la gendarmerie ne font rien. Effectivement, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, ils ne feront rien. Une formation particulièrement utile en cette année olympique où les attaques se multiplient. 5 médailles d'or au dernier salon de l'agriculture dans la commune de Plessé. La ferme de Saint-Charles s'est retrouvée hautement récompensée pour sa production. Gros plan sur cette exploitation familiale avec Pauline Guichard et Roman Rousseau. Dans ce petit coin de campagne sont produits les cidres, les jus et bières artisanales de la famille Heurtel. Le fils, revenu travailler dans l'exploitation familiale avec une formation de brasseur, a lancé il y a 4 ans sa gamme de bières. Médaillé au dernier salon de l'agriculture, il nous parle avec joie de ses récompenses. Ma première bière, du coup, c'est une blonde que je brasse, qui a été médaillée de bronze cette année au concours général agricole. La blé noir, qui est une ambrée médaillée d'argent. La triple, qui a été médaillé d'or. Et pour la partie cidre, du coup, on a été médaillé sur le poiret, donc notre fameux pétillant à base de poire, et notre cidre doux, moelleux et fruité. Et c'est une très bonne chose. D'abord, c'est une reconnaissance du coup pour notre travail qu'on fait tout au long de l'année. Et ça récompense aussi la régularité, parce que sur la partie cidrerie, du coup, mes parents ont des médailles tous les ans depuis plus d'une dizaine d'années. Dans le hangar agricole de la ferme, la mise en bouteille du jus de pomme est en cours. Les bruits des bouteilles qui s'entrechoquent témoignent d'un processus délicat et qui demande organisation et esprit d'équipe. Un travail justement récompensé depuis plusieurs années qui amène de nouveaux clients. Et c'est toujours une reconnaissance du travail. Et c'est toujours bien. Même nos clients, c'est vrai qu'ils aiment bien. Tous les ans, ils nous demandent alors cette année, qu'est-ce que vous avez fait Souvent, ça attire un petit peu parce que c'est vrai que la presse a communiqué un petit peu sur notre activité, quoi. Donc ça peut permettre d'avoir de nouveaux clients. Ouais. Mais ces récompenses ne suffisent pas à la famille Heurtel qui compte développer une nouvelle bière dans le courant de l'année. La bonne bouffe au menu du salon de la nutrition qu'organisent ce week-end les étudiants de l'école de diététique et de nutrition humaine de Nantes. Des stands et des animations autour des bienfaits d'une alimentation saine. Pour en savoir plus, nous retrouvons sur place Noël Mantec. Oui, tout à fait Mathéo, on se trouve ici au 16 boulevard Guisteau au sein même de l'école qui accueille cette 3e édition du Salon de la Nutrition. Comme vous pouvez le voir, les exposants ont mis à disposition les produits aux visiteurs qui vont venir ici prendre conseil avec les 11 étudiants ici présents au salon. À ce propos, nous étions tôt ce matin pour voir les derniers préparatifs et nous avons eu l'occasion de pouvoir échanger avec 2 des organisatrices qui nous en ont dit plus quant au programme de ces 2 jours. Oui, on va avoir 10 ateliers, 10 conférences et plusieurs exposants. Et on va avoir des conférences axées par exemple sur le sans gluten ou sur le microbiote avec Biomère. On aura également une conférence sportive. Et puis en atelier, on va avoir Tupperware ou encore des ateliers petit budget ou pour les enfants aussi pour toucher un maximum de personnes. C'est vrai que je vois beaucoup de produits sur les tables là, un petit peu partout. Est-ce que vous avez du coup beaucoup de partenaires qui vous ont soutenu sur l'événement ? Oui, tout à fait. Notre salon est marrainé par Dominique Arvouette, qui est la coordinatrice de la route de la bio. Et donc grâce à ça, on a pu avoir pas mal de partenariats et donc pas mal d'entreprises qui nous ont gentiment offert des produits pour ce salon. L'an dernier, les étudiants du bachelor ont accueilli 150 personnes sur le salon. Cette année, ils en attendent le double. Aujourd'hui, le salon est ouvert jusqu'à 19h pour les professionnels et à partir de 9h demain pour tout public. Quand les Jeux Olympiques font la joie d'une micro-entreprise de Remouillé,
Elle a été choisie pour recycler les volants de badminton des compétitions qui auront lieu à Paris cet été. Des plumes et du liège olympique transformés en objets ou mobilier. Reportage de Louise Dugas et Clément Brevet. Des centaines de volants de badminton usagés sont recyclés chaque semaine ici. Tables, panneaux acoustiques, luminaires, les idées de transformation ne manquent pas, la matière non plus. La société reçoit des clubs 500 000 volants par an. Elle a été choisie par la Fédération de badminton pour récupérer une partie de ceux utilisés pendant les Jeux Olympiques. On va collecter à peu près un tiers des volants qui seront utilisés. Les 2 tiers qui restent sont encore utilisables par les filières de haut niveau en fait, donc pour l'entraînement. Mais effectivement, on va collecter à peu près 3000 volants qui seront utilisés sur la période des Jeux Olympiques. Un nombre de volants transformés qui ne cesse de croître, tout comme le chiffre d'affaires de l'entreprise qui emploie 3 salariés, dont Amy depuis 2023. En fait, on voit la collecte de volants exploser de façon exponentielle. On voit qu'on est de plus en plus connu dans le monde du badminton, notamment via notre partenariat avec la Fédération française de badminton. Envoyés par les clubs, les volants sont réceptionnés à l'atelier avant d'être broyés et mélangés à un liant minéral. La pâte obtenue est coulée dans des moules et aplatie sous presse pendant une vingtaine de minutes. Les produits sèchent ensuite une semaine puis sont vernis. Pour les volants récupérés aux Jeux Olympiques, Benjamin Moreau a déjà quelques idées. Alors on réfléchit à faire des collections un peu édition limitée sur des objets avec ces volants-là. C'est sûr qu'on en gardera quelques-uns, on les mettra dans une vitrine quelque part. Avec le succès de ces dernières collections, l'entreprise manque de place et songe désormais à s'agrandir. On reste à Remouillé pour vous signaler que l'une des écoles de la ville a été mise en vente cette semaine. Une annonce disponible sur Le Bon Coin. Si cela vous intéresse, 260 mètres carrés pour un prix de 364 500 €, très exactement. Depuis le 5 mars, une expérimentation originale est en cours, faire de l'activité tout en s'amusant. C'est le projet d'une start-up nantaise qui désire créer du lien entre les passants à travers des jeux d'arcade projetés sur le sol. Rendez-vous quartier Beaulieu, à proximité de l'arrêt de bus Île de Nantes. Mathieu Chebat s'est rendu sur place. Jouer et bouger, c'est ce que propose cette borne d'arcade géante. Pour Julien, venu tester l'installation avec sa famille, c'est une bonne alternative. C'est mieux que d'aller à la salle et puis on peut faire en famille quoi. Mais du coup c'est assez physique les jeux qu'il y a et ça change de le faire devant son canapé en fait. C'est des jeux un peu comme quand on était petit, c'est sympa. Même si quelques bugs persistent, c'est l'occasion pour Ophélie d'expliquer son invention. Un écran projeté au sol avec lequel les joueurs interagissent grâce à des capteurs. Créer du lien dans l'espace public. Voilà ce qui la motive depuis 5 ans et son projet de fin d'études, le sourire dans la rue. J'avais fait une longue enquête terrain où j'étais allée sourire aux gens dans la rue pour savoir si le sourire était rendu. Et en fait, le constat a été que sur 250-300 personnes à qui j'ai souri, j'ai reçu que 9 sourires en retour. Et donc l'idée, c'était de proposer quelque chose de ludique pour essayer de contrer un petit peu ce sentiment dans l'espace public qui n'est pas serein, quoi. Une expérimentation rendue possible grâce à la société d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique qui suit la start-up depuis 2022. On accompagne, nous, via l'expérimentation, les entreprises à mettre en œuvre les projets dans l'espace public in situ avec des vrais gens. On teste un mois, là, le mois de mars. Il n'y a pas d'objectif de déployer ou de pérenniser le concept. Pour l'instant, on est vraiment là pour tester. Si ça fonctionne très bien, ça sera à la métropole, Nantes Métropole, de se saisir en fait du dispositif et de le mettre ailleurs, de le pérenniser. Jouer et bouger, l'installation est disponible jusqu'au 24 mars de 19h à 1h du matin ou de 6h à 8h à l'angle de la rue Viviani et du boulevard du Général de Gaulle. Une autre idée de sortie pour vous ce week-end, le Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Il va bientôt fermer ses portes pendant 3 ans pour des travaux d'agrandissement. Avant cela, l'établissement propose aux visiteurs une dernière exposition unique composée de 350 nouvelles pièces. Reportage Noé Lemantec et Noé Guiton. Ouverte depuis le 24 février, l'exposition Trésors et biodiversité retrace l'acquisition par le musée des différentes pièces au cours des siècles. Une collection d'une richesse unique qui semble séduire les grands
et les petits, comme cette classe de 6e venue pour l'occasion. J'ai trouvé que globalement ils étaient plutôt intéressés, plutôt à poser des questions, surtout à être étonnés par exemple la taille de certains fossiles, la taille de certains animaux. Voilà, je crois que tout ça les a un peu étonnés. Oui. Si l'exposition rencontre déjà un tel succès, c'est parce que les pièces ont été sorties de la réserve pour l'occasion après des dizaines d'années passées dans l'ombre. Mais ce qui plaît le plus, ce sont les animations et les explications ajoutées à la visite. Ce que j'ai adoré, c'est le chant des oiseaux. Je ne savais pas que les minéraux prenaient leur forme ronde, comme ça, ovale, au fil de la cristallisation, en refroidissant. On en apprend tous les jours. Des minéraux aux animaux en tout genre, en passant par des ouvrages d'origine, le panel d'objets présentés est exhaustif. On a aussi des météorites, une météorite lunaire. Donc le public va pouvoir voir une météorite qui vient de la Lune dans notre exposition. Voici donc une bonne idée de visite à faire pour ce week-end qui s'annonce pluvieux sur Nantes. Place au foot avec vous, Noé Guiton. On parle forcément du FC Nantes, des pros dans la tourmente et des jeunes qui brillent sur la scène européenne. Oui, ils affrontaient les Danois de Copenhague mardi soir pour le compte des quarts de finale de la Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans. Ils s'y étaient qualifiés après avoir été sacrés champions de France en juin dernier. Un parcours fastidieux, 2 matchs de barrage face à Poznan et Helsinki, et puis 2 victoires face à Séville en 7e de finale, et puis contre Salzbourg en 8e. On retient de ce parcours une recette qui leur va bien, 4 victoires au tir au but au total, et puis un public jaune et vert plus mobilisé que jamais, avec des records d'affluence à tous les tours. Mardi soir, plus de 19 000 supporters étaient présents à la Beaujoire pour encourager les Canaries, la 4e plus grosse affluence de l'histoire de la Youth League. Une fois de plus, les joueurs de Stéphane Moreau ont arraché leur qualification au terme d'un match complètement fou, un nul 3-3 et une séance de tir au but haletante marquée par 3 arrêts du jeune gardien Tom Mabon. Une qualification historique pour le Final Four qui se tiendra à Nyon, en Suisse. Le FC Nantes est le 2e club français de l'histoire à atteindre cet exploit, après le PSG en 2016. Une forme exceptionnelle qui contraste avec l'équipe professionnelle. Et oui, quand les moins de 19 ans s'approchent du toit de l'Europe, les hommes de Jocelyn Gourvenec luttent eux pour le maintien en Ligue 1. Sur la saison 2023-2024, les jeunes ont autant de victoires lorsqu'ils jouent à la Beaujoire, avec 3 victoires, que l'équipe A. Mais pour Stéphane Moreau, les exploits de ces joueurs sont justement un bon moyen de fédérer autour de l'équipe pro, qui reste la priorité du club. On l'écoute au micro d'Evan Walter. Et puis voilà, que cette dynamique se poursuive à tout le monde, parce qu'on est tous derrière les pros et qu'on est tous aussi avec cette volonté, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est le principal. Nous, c'est de l'à côté, et qu'on va tous aussi essayer de se servir de ça pour qu'on bascule et qu'on bagarre jusqu'au bout pour les pros, évidemment. Les coéquipiers de Pedro Chirivella, actuellement relégables, accueilleront Strasbourg dimanche à 15h à la Beaujoire. Un match primordial pour le maintien face aux Alsaciens. 14e à un petit point seulement des Nantais. La bataille s'annonce donc acharnée. Merci Noé Guiton. Samedi dernier, vous l'avez peut-être découverte dans The Voice sur TF1. Anna Kuhn, 22 ans, a fait la fierté des Nantais. Mathias Chebat et Louis Pinault l'ont rencontré. Il revoit pour la première fois sa prestation. C'était l'horreur. Avant de monter sur scène, c'est la dose de stress que t'as, c'est un délire. On se rend pas compte, mais en fait la scène elle est minuscule. Les coachs ils sont vraiment pas loin. Bon là franchement je suis contente. Bon ça se voit que je fais un peu le stress et tout ça. Je suis hyper tendue. Mais bon. À 16 ans, la production de The Voice l'avait contactée pour participer à l'émission. Elle avait dit non. Cette année, Anna s'est sentie prête et s'est lancée dans l'aventure. Alors on n'entend pas quand les coachs y parlent et quoi que ce soit, on n'entend pas du tout. On voit juste les mains qui dépassent des fauteuils à la limite, mais on n'entend rien. Vianney se retourne. Et là, ouf. Et Vianney est choisi. Je vais aller avec toi, Vianney. Merci. Et là, j'étais contente. La musique fait partie intégrante de sa vie depuis toujours. Sa famille y est pour beaucoup. Alors moi, je chante depuis très longtemps. Ma maman aime bien raconter que quand j'étais bébé, elle chantait déjà avec moi quand j'avais 3 mois, qu'elle faisait des sons et que je refaisais les sons. Ma mère, elle fait de la musique aussi, elle chante, elle joue de la guitare. Elle chantait pendant l'accouchement, elle chantait tout le temps, je l'ai accompagnée dans toutes les chorales qu'elle a pu faire. Et on chantait ensemble depuis que j'en sais rien, depuis toute petite. J'ai toujours fait de la musique avec elle, mon père écoute beaucoup de musique aussi. Et du coup, j'ai jamais vraiment eu de moment où j'ai commencé la musique. J'ai fait beaucoup de chorales, j'ai commencé la chorale peut-être
en CP, mais avant ça, j'ai encore des souvenirs de quand j'étais en maternelle avec des instits qui nous faisaient chanter des chansons. Enfin, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté. And drink some cherry wine. Oh, oh. Anna enchaîne concerts et prépare actuellement un album.